Bienvenue au cours de l'organisation administrative dans le cadre des cours télévisés. Je suis Idrissi Amel, professeur de l'organisation administrative à l'université Moulay Ismaïl de Meknès. J'ai l'habitude, avant de commencer, de faire un petit rappel de ce qu'on a déjà fait dans les premières séances afin de continuer sur de bonnes bases. Alors, la première séance, j'ai essayé de mettre en relief un glossaire très important qui va être une pépinière du cours dans la mesure où on va traiter l'ensemble, pas la totalité, l'ensemble des concepts juridiques qu'on va utiliser dans les séances à venir et qui sont déterminants dans la compréhension du cours. Et j'ai commencé par une multitude de concepts, à savoir les techniques d'organisation administrative, déconcentration, décentralisation, les principes de la décentralisation avec le principe de la libre administration, la subsidiarité, la coopération, la solidarité, etc. Donc ça, c'est très important. J'aimerais bien que vous faites attention à ce glossaire et il faut, à chaque fois qu'il y a une complication, revenir à un dictionnaire juridique ou complètement au cours de droit ou spécialement l'ouvrage de droit administratif de Michel Rousset ou bien dans sa dernière version avec M. Amin Ben Abdallah, un numéro spécial de la REMAL de numéro 99. Alors, après ça, on a fait les techniques et on a détaillé l'ensemble des concepts, les techniques d'organisation, c'est-à-dire le processus, qu'est-ce que la déconcentration, bien sûr, avec les textes juridiques, le décret qui porte charte de déconcentration de 2018 et les textes d'application. Et on a vu aussi le concept de décentralisation, où la Constitution de 2011 lui a réservé l'article 1 qui stipule que l'organisation administrative est décentralisée et fondée sur une régionalisation avancée. Ça, c'est très important. Après, on est parti au premier axe, dans la mesure, je rappelle brièvement ici un petit plan des différents axes qu'on va voir. Comme ça, vous allez avoir une ligne directrice du cours et ça va vous permettre de suivre avec aisance la suite des cours. Alors, on aura un axe qui est réservé à l'administration de l'État et on va voir, plutôt on a déjà vu l'institution royale en tant qu'institution suprême. Et par la suite, on va voir l'administration centrale qui fera l'objet de cette séance. Et on va voir le chef du gouvernement, les ministres, le secrétariat général du gouvernement et les instances de gouvernance et de régulation. Voilà le plan de la séance. Alors, je commencerai directement par le premier point, c'est-à-dire au niveau de l'administration centrale, c'est-à-dire le chef de gouvernement. Je vais faire un petit historique afin qu'il n'y ait pas de confusion. La Constitution de 2011 a amené une nouvelle nomination du chef de gouvernement qui fut Premier ministre dans les constitutions précédentes, c'est-à-dire si vous vous référez à la première expérience constitutionnelle en 1962, suivie par celle de 70, suivie celle de 72, 92 et 96, vous allez voir qu'il porte, le chef de gouvernement fut Premier ministre. Et avant cette expérience-là, il était président du Conseil. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous référez à certains arrêts de jurisprudence, et il s'agit par exemple comme l'affaire Société Abdelaziz, vous allez trouver président du Conseil, Abdelaziz contre président du Conseil et ministre de l'Agriculture. Président du Conseil, c'était le Premier ministre et maintenant il porte le nom de chef de gouvernement. Alors, quelle est
quelles sont les compétences du chef de gouvernement au sein de la Constitution de 2011. Alors là, je vais faire le même tracé que j'ai fait pour l'institution royale ou pour n'importe quelle administration. C'est-à-dire, lorsque on est à la tête d'une administration, on a des pouvoirs qui sont très importants. On a la présidence, on a la nomination, on a le pouvoir disciplinaire. Moi, j'aimerais bien que ces concepts, même si vous oubliez par exemple un article, vous avez toujours l'explication du contenu et vous pouvez toujours expliquer si par hasard vous oubliez bien sûr l'article qui est dédié à la compétence de l'administration concernée. Alors, le chef de gouvernement, bien sûr, au niveau de la Constitution, dans son article 89, qu'est-ce qu'il stipule cet article-là? Il stipule comme quoi le gouvernement, c'est l'exécutif. Bien, et l'exécutif, que fait cet exécutif? Bien sûr, sous l'autorité du chef de gouvernement, donc sous l'autorité. Regardez, je vais insister sur ce concept-là, parce que par la suite, vous allez voir au niveau de l'article 92, on va voir sous la présidence du chef du gouvernement. Le gouvernement va délibérer. Alors, donc, le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Il dispose, sous l'autorité du chef de gouvernement, le gouvernement dispose de l'administration. Donc voilà, dispose de l'administration. Bien entendu, il exécute les lois. Et là, je vais essayer de mettre en relief un point qui est très important. C'est un prérequis au niveau de S1. Vous avez déjà vu le domaine de la loi et le domaine du règlement. Pourquoi je vous parle de ça? C'est très important pour faire la part des choses. Le domaine de la loi, c'est un domaine qui est bien précis par la Constitution de 2011 et les constitutions d'avant 2011. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il y a l'article 71 de la Constitution qui a déterminé dans 30 matières là où intervient la loi. Alors, l'article 72, contrairement à l'article 71, le domaine du règlement, c'est un domaine qui est défini négativement. Qu'est-ce que ça veut dire négativement? C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un domaine qui n'est pas prévu dans les 30 matières qui relèvent du domaine de la loi, c'est une compétence du domaine réglementaire, et le domaine réglementaire relève du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'exécutif. C'est-à-dire, l'exécutif c'est quoi? C'est-à-dire il va exécuter ce qui a été prévu au niveau de la loi. Alors, donc c'est la raison pour laquelle je reviens ici aux compétences du chef de gouvernement. Donc, il préside le conseil du gouvernement, contrairement au roi qui préside le conseil des ministres. Donc, il faut ici faire la part des choses. Conseil de gouvernement, conseil de ministres. Alors, il dispose de l'administration, il exerce la tutelle sur les établissements publics et les entreprises nationales et il exécute la loi. Alors là, je vais ouvrir la parenthèse sur ces pouvoirs qui sont prévus par la Constitution concernant le chef de gouvernement. Donc, le chef de gouvernement a deux compétences au niveau du pouvoir réglementaire. Ça, chef de gouvernement. Donc, il a un pouvoir réglementaire d'exécution, très important, c'est-à-dire là où il va exécuter les lois qui sont prévues par la Constitution, qui relèvent du domaine parlementaire, c'est-à-dire qui relèvent du domaine de la loi. Et il a un pouvoir réglementaire autonome. Donc ça,
C'est ce qui a été prévu par l'article 72. Tout ce qui ne relève pas de la loi relève du règlement. Alors, le chef de gouvernement, lorsqu'il va présider le conseil de gouvernement, bien sûr, c'est pour délibérer. Sur quoi ils vont délibérer? Ils vont délibérer sur les politiques publiques. Ils vont délibérer sur l'action de l'État. Ils vont délibérer sur les politiques sectorielles. Ils vont délibérer sur les questions qui relèvent de droits de l'homme. Ils vont délibérer sur les décrets-lois. Ils vont délibérer sur les projets de loi. Voilà. Alors, donc ça, le chef de gouvernement, il va présider le gouvernement qui va délibérer sur cette question avant de les présenter au niveau du Conseil des ministres qui est présidé par le roi. J'aimerais bien que ces concepts soient clairs dans vos têtes afin qu'il n'y a pas de confusion et que la compréhension du cours soit vraiment facile parce que vous maîtrisez les concepts. Lorsque les concepts sont confus, même si vous apprenez, le contenu restera toujours confus dans votre tête et même si vous essayez de chercher l'information, vous ne pouvez pas chercher l'information si vous ne savez pas d'abord qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Si vous apprenez par exemple un cours sans pour autant maîtriser et comprendre la profondeur et pourquoi au niveau de cet article on a parlé de autorité et pourquoi dans un autre article on a parlé de il préside, pourquoi on a fait deux concepts complètement différents, tout ça, il y aura des conséquences bien entendu juridiques. Alors, donc ça, c'était la première compétence du chef du gouvernement, c'est-à-dire il préside le conseil de gouvernement pour délibérer sur les questions que je vous ai expliquées concernant l'action d'État, concernant les politiques publiques, les politiques sectorielles, les décrets-lois, les projets-lois, etc. Alors, il a un pouvoir de nomination, là. Ça, c'est une avant-première au niveau de la Constitution de 2011, dans la mesure, c'était une exclusivité royale que le roi peut déléguer. Maintenant, elle est partagée, donc il a le pouvoir de nomination sans porter concurrence à l'article 49, qui est une exclusivité royale pour nommer aux entreprises et aux établissements qui sont stratégiques. Donc, et il a un pouvoir disciplinaire dans la mesure où il peut demander au roi de remercier un ou deux ministres. Donc, si je veux conclure à ce niveau-là, au niveau des compétences, c'est très facile si vous comprenez les concepts. Il préside, il nomme et il a un pouvoir disciplinaire. Alors, la Constitution de 2011 a mis en relief qu'il a un pouvoir de présider, bien sûr, même au niveau des établissements publics et au niveau des sociétés nationales, il peut présider comme il peut déléguer. Alors, il a un pouvoir de nomination pour les hauts fonctionnaires et les fonctions civiles de l'État, sans pourtant porter préjudice aux compétences qui sont dédiées au roi, article 49, Constitution de 2011, et il a un pouvoir disciplinaire dans la mesure où il peut demander au roi de remercier un ministre ou deux. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est que le chef de gouvernement, bien entendu, le chef de gouvernement, il a ses services. Quels sont les services? Il a un cabinet. Alors, son cabinet, il y a un chef de cabinet, il y a 6 conseillers et un attaché de presse. Voilà pour le service du chef de gouvernement. Voyons voir maintenant l'équipe qui forme le gouvernement avec le chef de gouvernement. Alors, ce sont les ministres. Alors, pour les ministres, avant de commencer de parler de leurs compétences, j'aimerais bien mettre en relief une chose. C'est que la loi organique qui a été prévue par l'article 87, qui stipule dans la Constitution de 2011 que le gouvernement il est formé par le chef
du gouvernement, les ministres, et il peut comprendre les secrétaires d'État. Voilà. Alors, pourquoi dit peu? Parce que ça dépend des alliances au niveau politique. Parce que, je vais rappeler une chose, le roi nomme le chef de gouvernement parmi le parti politique qui arrive en tête au niveau des élections. Et sur proposition du chef de gouvernement, il va nommer les ministres, c'est-à-dire sur proposition de cette liste qu'on va proposer au roi. Dans cette liste qu'on va proposer au roi, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver peut-être, par exemple, ça dépend des alliances politiques, on peut trouver un ministre d'État, on trouve les ministres, on trouve les ministres délégués et enfin on trouve les secrétaires d'État. Alors là, vous avez la loi organique qui a été prévue dans l'article 87 de la Constitution de 2011 est clair comme quoi il va y avoir une loi organique qui va essayer de nous éclairer sur les compétences et les missions du gouvernement. Et la loi organique de 2000, c'est-à-dire cette loi organique qui a été prévue par la Constitution, a vu le jour en 2015, c'est la loi organique de 2015, qui a détaillé, c'est la première fois, la mission du ministre d'État, des ministres, les ministres délégués et le secrétaire d'État. Alors le ministre d'État, ça c'est un titre honorifique que le Maroc a connu du temps de feu Hassan II. Et c'est-à-dire c'est un département qui est dédié à une personne qu'on veut honorer ou bien à une personne qui a une grande compétence au niveau de l'administration ou bien qui a rendu des services à la nation. Donc, comme par exemple actuellement, on a le ministre d'État qui s'occupe des libertés. Alors, on a les ministres. Alors, les ministres, ils sont responsables de leur département. Ils exécutent les actes réglementaires contresignés avec le chef de gouvernement concernant leurs tâches ou bien missions. Après, on a les ministres délégués, et je l'ai fait d'une manière qui est hiérarchique, sans pour autant que l'un des ministres soit le super hiérarchique de l'autre. Alors, vous avez les ministres délégués, souvent ils sont chargés d'un dossier auprès d'un ministère. Par exemple, on peut avoir le ministère des Affaires étrangères, et à côté, on va trouver un ministre chargé auprès du ministère des Affaires étrangères concernant les Marocains résidant à l'étranger. On peut trouver aussi un ministre délégué, mais qui va être placé auprès du chef de gouvernement, comme c'est le cas du ministre délégué chargé de l'administration au niveau militaire, qui est placé auprès du chef de gouvernement. Alors, et enfin, on trouve les secrétaires d'État. Alors, les secrétaires d'État, ils font partie du gouvernement, ils assistent en conseil du gouvernement, ils peuvent assister, si on fait appel à eux, quand il est question d'un dossier qui concerne leur département directement, ils peuvent assister en conseil de ministres. Alors, les secrétaires d'État, donc, ils dépendent d'un ministère où ils peuvent avoir un département autonome. S'ils dépendent d'un ministère, à ce moment-là, ils ont besoin d'un visa au niveau de la signature, s'il y a bien sûr des délégations. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de la formation de l'administration du gouvernement. On a vu le chef de gouvernement, ses compétences. On a vu les ministres, comment leur compétence a été déterminée par
la loi organique de 2015, comme ça a été prévu par l'article 87 au niveau de la Constitution de 2011. Maintenant, je vais passer directement à une instance qui est très importante, c'est cette institution qui est le secrétariat général du gouvernement. Ça, c'est une institution carrefour pour le gouvernement. Pourquoi? C'est comme le conseiller juridique du gouvernement. Cette institution, elle a été créée en 1955. En 1966, le secrétaire général a un rang de ministre. Il y a eu un remaniement à l'intérieur de l'organisation de ce secrétariat général en 2010. Et c'est là où on a essayé de créer plusieurs commissions. Une commission qui a repris son nom d'antan, c'est la commission de la commande publique, qui avait le nom de marché public. Voilà. Alors, ce secrétariat général, il assure le conseil pour le gouvernement. Il veille à ce que, au niveau des, par exemple, les projets de loi sont vérifiés au niveau de leur nomenclature juridique par le secrétariat général du gouvernement. C'est une institution qui autorise et qui octroie les autorisations pour les associations et pour les professions réglementées, comme par exemple les ordre des médecins, ordre des avocats, ordre des comptables. Et on a la nouvelle commission, seulement un changement au niveau du nom, c'est la commission de la commande publique. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de cette institution. Alors, pour garder le fil, regardez, on a commencé par le chef de gouvernement comme autorité supérieure, son équipe, les ministres, et on a détaillé les différentes catégories de ministres. Après, on est parti voir le secrétariat général du gouvernement. Maintenant, je vais traiter le dernier point au niveau de cette séance, à savoir les instances de régulation et de gouvernance. Alors, comme je l'ai expliqué au niveau du glossaire, ça c'est une nouveauté au niveau du fait de leur réserver un titre au niveau de la Constitution de 2011. Leur nomination, elle n'est pas homogène. Pourquoi? Parce que parfois on trouve haute autorité, comme c'est le cas pour le Haka. Parfois on trouve seulement autorité. Parfois on trouve conseil, par exemple conseil pour la concurrence, CC. Leur statut juridique diffère. Parfois, ce sont des personnes morales de droit public. Parfois, seulement des personnes morales qui ont l'autonomie financière. Alors, quel est leur rôle? C'est de conseiller, superviser, évaluer et sanctionner le non-respect de la loi dans un domaine bien déterminé. Alors, le problème, il est à ce niveau-là. Pourquoi il est à ce niveau-là? Il est à ce niveau dans la mesure, il va remettre en cause un principe très important qui suppose la séparation de pouvoir. La raison de la séparation de pouvoir, on va trouver ici une instance qui conseille, qui supervise, qui évalue et qui sanctionne. C'est-à-dire qu'elle a
les trois juges et parties, c'est-à-dire les différents pouvoirs entre ses mains, et cela peut entraîner à ce qu'elle en abuse. Donc, c'est une organisation juridique qui est un peu confuse, des noms qui prêtent pas la réalité de l'institution, mais quand même ce sont des institutions qui ont amené une nouveauté au niveau de l'administration marocaine, qui s'inscrit dans la modernité, qui s'inscrit dans la démocratisation, avec un degré d'indépendance pour arriver à un point qui est très important, c'est que l'État est en train de passer à un État qui est régulateur sans pour autant rien lâcher au niveau du contrôle. Donc sur ce, je vous dis merci de votre attention et on se voit à la séance prochaine. Merci.